La connectivité aérienne constitue un enjeu stratégique majeur pour les territoires d'outre-mer. On parle souvent de continuité territoriale en tant que droit fondamental, mais aussi des enjeux économiques auxquels font face les compagnies régionales qui sont confrontées aux grandes compagnies internationales, sans oublier la portée géopolitique de ces liaisons aériennes. On en débat tout de suite avec nos invités. Voici Hugues Marchesso, PDG d'Air Austral, Marc Rocher, président d'Aérogestion, et Micheline Jacques, sénateur de Saint-Barthélemy, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Le ciel ultramarin, finalement, c'est le seul véritable pont vers la République, mais on sent que ce pont est fragilisé. Alors peut-être on va s'interroger sur le modèle économique. Est-ce qu'il est au bord de la rupture avec vous, Monsieur Marchesso? Vous dirigez une compagnie dite hybride, vous faites du long courrier, mais vous assurez aussi une desserte régionale vitale, Réunion, Maurice, Mayotte, et contrairement à des acteurs qui font ce que vous appelez du point à point, vous dites que vous avez une responsabilité sociétale. Ça, c'est un terme fort quand même pour une compagnie aérienne. Bah écoutez, tout à fait. Alors, vous avez dit le secteur est fragilisé. Moi, je dirais qu'il est plutôt fragile. Donc, il faut faire effectivement attention. Et je dis effectivement qu'on a une responsabilité, sociale. Si je prends l'exemple de ma compagnie, qui est une compagnie qui est un modèle peut-être un peu spécifique finalement maintenant, puisque c'est la seule compagnie basée dans un territoire ultramarin qui fait à la fois du moyen courrier, donc de la desserte de réseau régional et du long courrier. Et nous sommes quand même un des employeurs importants. Alors, on est basé à La Réunion. On emploie à La Réunion un peu plus de 900 personnes directement. Mais si je rajoute tous les emplois indirects qui sont liés à nos activités, on est plutôt de l'ordre de 2500 personnes. J'ajouterai qu'on a une filiale qui est basée à Mayotte, une petite compagnie régionale, mais qui elle aussi emploie localement plus d'une cinquantaine de personnes et fait vivre aussi tout un bassin régional. Alors, effectivement, on est confronté aujourd'hui à des enjeux qui sont extrêmement importants. On a une concurrence, je dirais, interne entre compagnies aériennes, notamment sur les réseaux long courriers, qui est plutôt quelque chose de sain, puisque effectivement, c'est une certaine émulation entre les différentes compagnies, et ça, c'est plutôt positif. Mais nous sommes aussi attentifs à ce qui se passe dans les territoires autour. Alors, vous savez que dans l'océan Indien, on est bordé d'un côté par l'Afrique, avec des pays d'ailleurs qui sont pour la plupart avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'habitants. On a le sous-continent indien et nous avons des grandes compagnies, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez toutes, qui aujourd'hui ont des appétits assez féroces et souhaitent se déployer de plus en plus sur la zone océan Indien. Alors, c'est peut-être un peu différent sur la Caraïbe. Je laisserai mes camarades en parler. Moi, je vais rester peut-être un peu plus sur la partie indienne, océan Indien. Mais quoi qu'il en soit, on observe avec à la fois attention et une certaine inquiétude ce qui se passe dans la région, parce que nous considérons que nous avons un rôle à jouer, un rôle économique, et je l'ai dit, un rôle social, mais nous avons aussi un rôle quelque part en termes de géopolitique. Il y a eu toute une série de tables rondes avant où on a vu l'importance, les enjeux géopolitiques dans la région. Et nous considérons qu'Air Austral, c'est un peu la compagnie porte-drapeau de la France dans la région océan Indien. Donc notre rôle de transporteur, je dirais qu'il va au-delà de simplement transporter des gens, mais il va aussi quelque part en appui quand c'est nécessaire. Et nous l'avons fait pendant la crise Chido, où nous avons transporté, il faut savoir que nous avons fait plus d'un tiers du pont aérien qui a été mis en place par les autorités françaises. On a fait plus de 130 vols, on a transporté 3000 personnes, plus d'une centaine de tonnes de fret, et je pense qu'aucune autre compagnie n'aurait pu le faire si elle n'était pas basée dans la région et si elle n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. On va revenir justement au modèle économique des compagnies régionales. Marc Rocher, peut-être en quelques mots, parce que je vous ai juste cité comme président d'Aérogestion. En quelques mots, vous avez une longue carrière dans le domaine aérien. Racontez-nous un petit peu pour qu'on vous situe en tant qu'expert. J'ai effectivement fait quasiment toute ma carrière dans l'aérien, pas en totalité mais presque. Pour faire court et pour parler que de l'outre-mer, j'ai été président d'AOM, une compagnie qui desservait l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. Puis ensuite, les choses évoluant, je suis devenu aux côtés de Jean-Paul Dubreuil, le dirigeant d'Air Caraïbes, puis de French Bee. Air Caraïbes, par son nom, dessert l'Arc-Antillais. French Bee dessert
La Réunion, en concurrence avec Air Austral, mais aussi la Polynésie française. Donc voilà un petit peu dans mon parcours ce que j'ai touché à tous ces problèmes de desserte de l'outre-mer. Alors, vous connaissez bien cette problématique. 10 millions de passagers pour les Outre-mer, 5 millions concernent les liaisons avec la métropole, 2,5 sont des vols intérims, notamment dans les archipels comme la Polynésie. 2,5 millions aussi concernent les liaisons avec l'étranger. 10 millions de passagers, on se dit c'est énorme, mais c'est un marché opéré quasi exclusivement par des compagnies françaises. Pourquoi il n'y a pas tellement de compagnies étrangères qui viennent sur ces lignes? C'est une chasse gardée par protectionnisme, ou alors c'est la rentabilité est tellement faible que personne d'autre ne veut s'y risquer? Il n'y a pas de protectionnisme puisque, sauf des cas particuliers, mais on va rester sur des généralités au titre des règlements européens, le fameux 3e paquet de Lisbonne. Toutes ces dessertes sont ouvertes, quasiment toutes, hein, pas tout à fait, mais presque, à la concurrence. Donc si demain Lufthansa voulait faire Munich, Saint-Denis de la Réunion, elle pourrait très bien le faire. Si demain Iberia voulait faire Madrid, Pointe-à-Pitre, elle pourrait le faire, et elles ne le font pas. Alors, vous avez cité les grands chiffres. Effectivement, sur les 10 millions de passagers de l'outre-mer, 5 millions sont sur le long courrier. Et comme l'a très justement dit Hugues, c'est un secteur plutôt dynamique. Aujourd'hui, on a redépassé les chiffres pré-Covid de façon assez forte. Et c'est un secteur qui est en concurrence. Sur la Réunion, Hugues l'a mentionné, il y a 4 compagnies aériennes entre Paris et Saint-Denis de la Réunion. Sur les Antilles, il y en a 3. Sur Tahiti, il y en a aussi plusieurs. Il y a même une compagnie américaine qui joue dans la cour. Bon, quand même un petit peu différent sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous avez un secteur qui est déjà très concurrentiel. Donc, pour quelqu'un qui viendrait ou qui voudrait rentrer là-dedans, c'est pas si facile que ça. Et puis, pour répondre à votre question, il y a une deuxième raison, c'est que ce sont les marchés, c'est-à-dire où sont les clients. Et soyons clairs, une très grande majorité des clients sont soit en métropole, soit dans les départements d'outre-mer. Et donc, il y a quelques touristes, et il en faudrait plus. Il y a quelques touristes européens, il y a quelques touristes américains, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la demande. La demande, elle est franco-française. Le long courrier se porte bien, globalement bien. Le régional est plus difficile, et on y reviendra sans doute tout à l'heure. Il est périlleux. Je rappelle qu'il y a quelques jours, on a enregistré l'arrêt d'exploitation d'une compagnie régionale aux Antilles qui crée un véritable préjudice local sur la qualité de la desserte. Mais voilà un petit peu la grande photo. Donc, sur le long courrier de la concurrence, pas mal de concurrence, des marchés qui sont essentiellement métropolitains, pas mondiaux, et sur le régional, une lutte beaucoup plus difficile. Alors, comment ça se passe à votre échelle, Micheline Jacques? On a eu le plaisir de vous accueillir dans cet événement il y a 2 ou 3 ans. On sait que votre parole est particulièrement libre. Vous présidez la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Vous, de votre côté, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on parle de ce que j'ai dit en introduction de continuité territoriale, vous dites que tel qu'on nous l'avance, c'est un leurre. Pourquoi c'est un leurre? Alors, déjà, lorsque vous lisez l'article 1111-1 du Code des transports qui dit que tout citoyen a le droit de voyager, de se déplacer en choisissant le moyen dont il a besoin, qu'il souhaite. Vous imaginez que quand vous habitez sur une île perdue et qui plus est très loin, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il n'y a qu'un choix qui s'impose, c'est l'avion. Je reviens aussi en Guyane, dans les territoires vraiment très très isolés où il n'y a pas d'autre possibilité que l'avion pour se déplacer. Donc les populations sont tributaires de ce moyen de transport. Deuxièmement, vous avez des îles qui sont relativement isolées, où ne serait-ce que pour la santé, on est obligé de se déplacer. Je prends le cas spécifiquement de Saint-Barthélemy. Pour aller en Guadeloupe, pour se faire soigner, il faut soit aller à Saint-Martin, soit aller en Guadeloupe. Donc, vous avez des populations qui n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion, et pour autant, pas tous les moyens. Donc, c'est là que, à mon sens, la continuité territoriale prendrait tout son sens, mais au lieu de s'orienter uniquement vers l'Hexagone, comme c'est le cas actuellement, il serait, à mon sens, plus souhaitable de développer l'espace régional, parce que, comme l'a dit fort justement monsieur, pour aller de Saint-Barthélemy à Cuba, il faut
traverser l'Atlantique une première fois, venir à Paris et prendre un vol Paris-Cuba. C'est complètement aberrant. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité de rentabilité économique si on est obligé de faire comme ça. Si vous voulez, les coûts, alors ça c'est un autre aspect. Vous avez tellement de taxes. Il faut savoir que sur un billet Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre, le billet le moins cher est à 450 € pour 45 minutes à 1 heure de vol. Et 40% du prix du billet est constitué de taxes. Parce que pour partir de Saint-Barthélemy à Pointe-à-Pitre, vous devez traverser 3 espaces aériens différents, avec les taxes qui s'imposent. Donc, je ne suis pas spécialiste, je laisserai ces messieurs nous détailler les prix des billets. Il n'y a pas que ça, il y en a même plus que ça. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg, et je pense qu'il y a lieu d'agir sur cet aspect des choses. Quand j'ai échangé avec Hugues, il a eu des mots très durs sur la fiscalité. Vous dites que sur un billet Réunion-Mayotte, 47% du prix part en taxe. C'est pour aller avec l'écho de ce que vous venez de dire. Vous citez la TSBA qui a triplé de 5 à 15 €. Vous allez nous expliquer, c'est la taxe sur les billets d'avion. On a l'impression qu'il y a un tiraillement de l'État. D'un côté, on veut désenclaver. De l'autre, on taxe pour financer des projets qui ne concernent pas forcément l'aérien. Vous dites concrètement, si on ne réforme pas cette TSBA, ou vous allez nous parler aussi de l'article européen 261 sur les indemnisations, des compagnies sont en danger de mort. Tadam! Je dramatise. Ben, je ne sais pas finalement si vous dramatisez, parce que effectivement, là, vous faites peur, là. Pour reprendre ce que disait Madame la sénatrice, oui, l'exemple qu'elle a pris, moi je vous l'avais décortiqué sur Réunion Mayotte, qui est une des plus importantes lignes régionales dans l'océan Indien. Quand même, on parle là d'un peu plus de 200 000 passagers qui transitent sur cette ligne. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, vous êtes chers, vous les compagnies aériennes, vous êtes trop chers. Mais il faut, encore une fois, remettre les choses dans le bon ordre. On a aujourd'hui un niveau de taxation, de fiscalisation qui est extrêmement important. Le 47% que je vous ai pris, c'était une réalité. Je pourrais multiplier les exemples comme ça, qui font qu'effectivement, on est dans un système qui est très contraint. Et finalement, les compagnies aériennes ont peu de marge de manœuvre. Si à ça vous ajoutez effectivement une fiscalité qui s'alourdit d'année en année, alors la fameuse TSBA, donc pour tout le monde, c'est ce qu'on appelait autrefois la taxe Chirac, donc qui était une taxe censée financer, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le sida en Afrique. Depuis, elle a évolué vers d'autres objectifs, et puis maintenant, on en est à une taxe qui a été effectivement triplée quasiment. Et sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est sur ensuite l'allocation. Si ça revenait sur le territoire, alors, par exemple. Si ça revenait au territoire ultramarin, si ça revenait pour financer des investissements aéronautiques, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Oui, voilà, donc pour nous, c'est un vrai problème, parce qu'on est quand même dans une des rares industries du transport qui finalement est, je le dis, lourdement taxée. Mais en plus, le produit de la taxe ne va pas forcément pour financer les infrastructures. Moi, je vais vous prendre un exemple. Mayotte, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Mayotte a des infrastructures aéroportuaires qui sont aujourd'hui plus du tout à la hauteur d'une île qui doit se développer, qui doit être reconstruite. On a un aéroport avec une piste qui s'enfonce, un terminal qui est quand même très abîmé. Si à la limite les taxes venaient financer quelque part ces travaux de rénovation, pourquoi pas, mais on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Donc on est effectivement de plus en plus taxé. Souvent les clients considèrent que c'est la compagnie qui augmente le prix du billet, mais c'est faux. Nous, on n'a pas augmenté la partie qui revient à la compagnie. Vous avez un déficit de communication alors, hein. Faut travailler là-dessus. Je crois qu'on a surtout un gros exercice de pédagogie à faire, et continuellement. Parce que vous savez très bien que comme on est un peu finalement dans la chaîne aérienne, je dirais le maillon terminal, c'est très rapidement, on considère très rapidement que c'est la faute de la compagnie. Je vous rappelle que quand il y a un problème, par exemple, de contrôle aérien, très souvent, c'est la compagnie qui est pointée du doigt, même si elle n'y est pas forcément pour grand-chose. Voilà. Donc c'est vrai que pour revenir là-dessus, ça c'est un sujet qui aujourd'hui nous préoccupe énormément, d'autant plus que les fameuses taxes dont on parle ne s'appliquent qu'au départ des aéroports français, des ultramarins ou pas d'ailleurs,
et également aux compagnies françaises. Donc il y a une distorsion de concurrence. Voilà, on l'a dit en même temps. Marc, tout à l'heure, vous hochiez la tête sur les allocations, sur cette histoire de taxe, justement, fort de votre expérience. La taxe, elle a été instaurée par Jacques Chirac pour des raisons humanitaires, mais ça, c'était à l'époque 1 ou 2 euros. Très vite, elle est devenue, soyons clairs, pompe à financement pour l'État. Il y en a une partie qui a été réaffectée au transport aérien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis maintenant, face à l'ambiance collective, le flight shame, c'est les riches qui prennent l'avion, ils peuvent payer. La démission des politiques quasiment de tous bords face à ces sujets. La taxe maintenant est une taxe très élevée. Elle ponctionne, comme cela vient d'être dit, les passagers des compagnies aériennes. Elle n'est pas affectée de loin maintenant en totalité au transport aérien ou à ses infrastructures. Et donc elle pénalise le prix du billet. Quelque part, c'est insupportable. Si on prend l'exemple des pays du nord de l'Europe, qui ont pourtant des mentalités collectives, ils avaient des taxes aériennes, ils les ont supprimées cette année, parce qu'ils ont compris que ça freinait le développement du transport et que ça freinait les mouvements de population, qu'ils soient pour des raisons personnelles, familiales et autres. À côté de ça, une petite partie a été réinjectée dans le budget de l'ADOM. Alors l'ADOM, tout le monde connaît, c'est un organisme qui a été d'ailleurs restructuré lui aussi. Il pourrait être le porteur, Madame la sénatrice, vous l'avez dit, de la façon dont on peut aider les populations des îles à voyager, entre elles, entre les îles et tout. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui doivent être faites. 1, le budget de l'ADOM doit être renforcé par l'État. 2, il doit permettre aux populations de se déplacer sur 2 sujets forts. 1, le médical. Donc effectivement, un petit peu comme ce qu'on a vu en Corse, sous un autre modèle, quelqu'un qui sera en Pointe-à-Pitre pour aller une visite médicale à l'hôpital, ou quelqu'un qui va de Mayotte à Saint-Denis-la Réunion pour une visite spécialisée, ce billet-là doit être aidé, et c'est la solidarité collective qui doit jouer. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, alors bon, là ce sont des idées que j'ai à titre personnel, qui méritent bien sûr d'être débattues, mais il doit y avoir une aide aux populations sous coefficient ou sous statut social. C'est-à-dire qu'il faut aider ceux qui en ont besoin et pas forcément aider tout le monde. Si on veut aider tout le monde, c'est beau, ça fait très bien dans les déclarations publiques, mais c'est pas possible et de toute façon, on n'aura jamais l'argent. Puis à la limite, tous les Français qui sont de Bretagne, on les aide pas à aller en Bretagne. Et une grande partie doit se débrouiller toute seule. Donc, sous coefficient familial et coefficient de ressources, on doit pouvoir aider les populations qui en ont besoin, pas forcément celles qui n'en ont pas besoin, et on doit les aider sur le plan médical. Une réforme de fond est nécessaire sur l'ADOM. Je pense que c'est le meilleur vecteur qui pourrait être utilisé. Et puis, soyons clairs aussi, du côté des compagnies aériennes, bon, j'en ai fait partie, j'en fais toujours indirectement partie de ce milieu. Il y a aussi des efforts à faire sur les coûts. Il y a des coûts qui sont trop élevés, il y a des coûts qu'il faut réduire. Les avions, ça coûte cher, il faut trouver les meilleures sources de financement. Et dernier point sur lequel je voudrais dire qu'il y a un facteur d'élévation des prix, c'est également le carburant, le prix moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails, du carburant qu'on paye dans les Outre-mer. À Mayotte, c'est hors de prix. Mais c'est hors de prix. Je peux citer le chiffre, mais ça. Vous citez, madame, la région Antilles. Il faut savoir quand même qu'aux Antilles, le prix du pétrole aérien, le prix du pétrole de la tonne de kérosène est soumis à un encadrement réglementaire extrêmement fort, que cela a été augmenté il y a 3 ou 4 ans d'une façon assez élevée, pour permettre à la seule raffinerie de la région, la Sara, de baisser le prix de l'essence des mobylettes. Bon, moi, je veux bien que le transport aérien serve à financer les déplacements en mobylettes, mais on sort complètement de toute logique. Et c'est pourtant la réalité. On va faire réagir Micheline Jacques sur tous ces sujets. Donc on mélange les choses et à force de les mélanger, plus personne s'y retrouve. Alors, c'est vrai que j'aimerais revenir sur 2 points. On fait souvent le parallèle entre la continuité territoriale, le dispositif Corse, avec les territoires ultramarins. Il faut être quand même très prudent sur la question. La Corse se situe à 250 km de Marseille, premièrement. Deuxièmement, ce dispositif, certes,
il est financé à hauteur de 350 millions d'euros par une subvention de l'État pour faciliter la venue sur le continent des habitants de la Corse. S'il fallait, si vous voulez, avoir le même effet levier avec les territoires ultramarins de par la distance, j'ai calculé à peu près 10 milliards, il faudrait 10 milliards par territoire. Bon, en gros, si on multiplie, on divise les 250 km par les 350 millions. Donc le modèle corse n'est pas applicable. Donc à le la modèle réalité corse n'est pas applicable. J'aimerais aussi attirer l'attention des populations ultramarines. Il faut savoir que les Corses ne sont pas soumis aux mêmes abattements fiscaux que les ultramarins. Que ce soit les entreprises corses, tout ce qui concerne la défiscalisation, les dispositifs LODEOM d'abattement de charges patronales ou les abattements sur les impôts sur les revenus, les Corses n'y sont pas soumis. Donc, parfois, quand on veut vraiment du parallélisme, ça risque d'impacter beaucoup plus l'ultramarin que le Corse. C'est la raison pour laquelle la délégation a lancé des travaux, une étude triennale sur l'ancrage des territoires dans leur bassin géographique proche. Parce que je pense qu'on pourrait se détacher du continent européen. Le dispositif de développement, notamment des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pousse à être entièrement dépendant de l'Europe. Et de la France, alors qu'on aurait tout intérêt à développer encore un peu plus nos territoires ultramarins. On parlait de la santé, c'est quand même très très compliqué pour un ultramarin de venir se faire soigner ici sur une longue période, alors qu'on pourrait développer dans nos territoires un pôle spécialisé dans un domaine en Guyane, un pôle en Martinique, un pôle en Guadeloupe. Nous avons 3 territoires proches et permettre... Donc vous prônez une verticalité, une intégration régionale plutôt que de viser à chaque une fois meilleure intégration régionale permettrait d'aider les populations à avoir un accès aux soins nettement meilleur. L'accent aussi à l'enseignement. Nous avons de très très bonnes universités. J'ai été élève il y a plus de 30 ans en Guadeloupe à l'université des Antilles. Donc il y a un potentiel énorme qui n'est pas assez valorisé dans nos territoires ultramarins, et c'est tout l'enjeu des travaux que nous menons de concert. Alors justement, Hugues Marchessault, vous opérez EWA Air à Mayotte, vous connaissez la réalité de ces lignes régionales. Est-ce que le hub régional, c'est un modèle viable économiquement? Est-ce qu'on peut vous imaginer comme un acteur majeur de l'océan Indien sans dépendre finalement uniquement des flux vers Paris? Prenons un exemple concret. Alors effectivement, nous on y croit énormément. Je voudrais quand même dire que les trafics qui partent de la Réunion, qu'ils soient long courrier, qu'ils soient régionaux, c'est à peu près 2,7 millions. Il y a moins d'1 million d'habitants quand même à La Réunion. Donc du trafic en correspondance, il y en a. Je vous le confirme. Je vais vous prendre un exemple très concret. On opère une ligne sur l'Asie, sur Bangkok, pas simplement pour faire du tourisme, parce que Bangkok, c'est vraiment un gateway pour aller un peu n'importe où en Asie. Et pour nous, c'est une façon de connecter La Réunion et aussi d'ailleurs Mayotte à l'Asie au travers de ce gateway. Sur nos vols, on a aujourd'hui en moyenne 25% de passagers en correspondance. C'est-à-dire, c'est pas des passagers qui viennent de La Réunion, ils viennent de Maurice, ils viennent de Madagascar, ils viennent de Mayotte. Donc nous, c'est un modèle auquel on croit très fortement, qui est complexe à mettre en œuvre, parce qu'il faut avoir une ingénierie très fine dans les différents networks, qu'ils soient moyen courrier ou long courrier, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est quand vous faites un transit d'un client, d'un passager, c'est pas qu'il reste 2 jours ou 3 jours sur votre île, hein, c'est qu'il puisse transiter le plus vite possible, sinon vous n'êtes pas compétitif. Mais on y croit très fortement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye d'intégrer au mieux et Air Austral et EWA, sa petite sœur régionale. Je prendrai un autre exemple très concret. Aujourd'hui, vous êtes ici dans l'Hexagone à Paris. Si vous voulez aller à Nosy-Bé, donc au nord de Madagascar, on peut vous faire transiter soit par Mayotte, soit par La Réunion, mais dans les 2 cas, vous arriverez à bon port. Donc pour nous, ce trafic-là, il est extrêmement important, et c'est pour ça que notre modèle, je disais tout à l'heure en introduction, est un peu spécifique,
parce que nous sommes finalement la seule compagnie, encore une fois basée ultramarin, qui est capable d'offrir un réseau long courrier et un réseau régional. Et ce réseau régional nous permet de nous différencier, on parlait de concurrence tout à l'heure, nous permet de nous différencier de nos concurrents. On a un grand concurrent que tout le monde connaît qui va vous vendre de l'Europe, voire de l'international sur la Réunion. Eh bien, nous sommes capables de vendre depuis l'Hexagone sur une grande partie des îles de l'océan Indien. Alors Marc, justement, donc on voit les aspects, pour comparer le régional et le long courrier, est-ce que, à part visiblement Air Austral, ça existe des compagnies régionales rentables? C'est très difficile, le régional, on le voit même en métropole. Le long courrier, avec les avions modernes dont disposent de pratiquement toutes les compagnies aériennes qui desservent l'outre-mer, hein. Vous avez des Boeing 787 chez Air Austral, chez Air Tahiti Nui, vous avez des A350 chez Air Caraïbes, chez Air France, chez French Bee. Donc sur le long courrier, avec ces appareils extrêmement performants et les flux de passagers, Paris-Réunion, c'est 1,5 million. Paris-Antilles, un peu moins. C'est des très grosses lignes. Donc, sur le long courrier, à condition d'être performant, d'avoir des bons avions, et puis, évidemment, c'est le cas des personnels engagés, on trouve assez vite la rentabilité. Sur le régional, c'est beaucoup plus dur. Alors, c'est beaucoup plus dur pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que... Alors, il faut prendre mes propos avec beaucoup d'attention, de précaution. C'est la même réglementation qu'on utilise pour faire voler un ATR avec 50 passagers qu'un A350 avec 380 passagers à bord. Donc, la réglementation est très lourde. Alors, elle est sans doute justifiée, notamment, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Je ne suis pas sûr qu'on n'en a pas fait trop dans le domaine quand même et qu'à force de rajouter règlement sur règlement, ça devienne très, très difficile à utiliser. Deuxième chose qui n'est pas perçue partout, l'aérien, je sais bien que c'est un milieu de passion et de passionnés, il y en a autour de la table, mais il faut être raisonnable. C'est une activité qui est cash intensive, donc il faut de l'argent. Beaucoup de compagnies régionales, je prends l'exemple de celle qui vient d'arrêter son exploitation, sont pas assez capitalisées au départ. Et deuxièmement, il y faut beaucoup d'expertise. C'est pas parce que c'est des petites compagnies qu'on peut se permettre d'y mettre quelques personnes qui ont indiscutablement de la foi, de la passion et de l'engagement. Ça suffit pas. Donc il faut réunir dans les compagnies régionales des capitaux et de la compétence. Et c'est pas si facile que ça à trouver. Après, il faut aussi que l'État quand même s'en mêle un peu dans la partie régulation. Quand on voit que pour monter un dossier de défiscalisation sur un appareil, qui est un dossier tout à fait justifié, ça rentre dans le cadre de la loi, c'est écrit, c'est pratiqué depuis très nombreuses années. Bon, ça se fait, mais c'est quand même un tas de paperasse, mais incalculable. Donc on freine l'initiative, la liberté d'entreprendre, on ne la bloque pas complètement, mais c'est très pénalisant. Donc dans le régional, c'est quand même très difficile de réussir. On peut le faire, mais je prendrai que le cas que j'ai bien connu d'Air Caraïbes, qui est quand même une compagnie aujourd'hui emblématique, c'est le deuxième groupe privé français. Sur le régional, ils en font. On y a perdu beaucoup d'argent et il a fallu tout l'acharnement de la compagnie pour que le long courrier lui permette d'en gagner beaucoup et donc d'assurer en quelque sorte la viabilité du régional. En dehors de ça, très difficile. Air Austral, c'est un exemple là aussi conjoint entre le long courrier et le régional. Et les compagnies toutes seules, difficile, très difficile. Alors comment on fait? Ce sera le mot de la fin, Micheline Jacques, puisque vous êtes législatrice, donc vous pouvez aussi impulser des choses. Alors effectivement, mon cheval de bataille dans tous les domaines, c'est le poids de la norme. Comme vous l'avez dit, fort justement, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Si je prends le cas du petit aéroport de Saint-Barthélemy, on ne peut pas atterrir après le coucher du soleil. Il faut avoir une compagnie sur place parce que les évacuations sanitaires ne peuvent se faire qu'au décollage la nuit. Vous imaginez le stress d'une population qui sait qu'après le coucher du soleil, tout est fermé. Donc il y a ce
côté très, très, très exigeant parfois. Je prends le cas aussi, nous devons avoir 2 casernes, la caserne des pompiers et une deuxième caserne à 10 mètres l'une de l'autre, uniquement parce que la norme prévoit que le SSLIA doit être inclus à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport. Imaginez-vous dans un espace extrêmement contraint. Voilà, ce sont des petits points normatifs, mais qu'il faudrait revoir après, tout en garantissant bien évidemment la sécurité. Il y a des partenariats qui ont été signés. Je prends le cas de Air France et la compagnie Winner qui dessert de Juliana, Saint-Barthélemy et toutes les petites îles alentours. Donc ça permet aussi à la compagnie de pouvoir survivre. La compagnie Savard Commuteur a passé un partenariat avec Air Caraïbes et elle achemine aussi les clients d'Air Caraïbes de la Guadeloupe vers Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. Donc il y a possibilité de mettre en place, de s'entraider aussi dans l'aérien, mais il est vrai que nous avons tout un travail à faire au niveau législatif et surtout à inculquer à nos administrations ministérielles la culture des Outre-mer. Parce que vous avez, il faut le dire, je le dis, je l'ai encore dit ce matin, vous avez des fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds, qui n'ont jamais atterri dans un territoire, mais qui savent qu'est-ce qui est bon pour vous et qui met en place des réglementations qui sont complètement en inadéquation avec la réalité du territoire. Ça, c'est une réalité et c'est ce qu'il faut, c'est le gros, la manière de faire changer les mentalités, les paradigmes. Ça, c'est un peu notre cheval de bataille au sein de la délégation. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir. Et on va prendre des questions dans la salle. On va vous donner un micro. Allez-y, une courageuse, un courageux. Des questions. Bonjour et merci pour cette rencontre et cet échange. Louis-Philippe Marche, je suis vice-président d'Ultramarins d'Ubud, une association qui travaille sur la continuité territoriale et les billets d'avion. Je voudrais juste réagir déjà dans un premier temps par rapport aux Bretons qui voyagent. Justement, très souvent, on oppose les habitants de l'Hexagone qui ont le choix justement entre diverses propositions pour la mobilité et en plus qui sont financées. Nous, justement, dans les départements d'outre-mer, il n'y a rien qui est financé. On se base sur une réglementation européenne qui impose aux États membres de mettre en place des dispositions justement pour financer ces déplacements entre les territoires qui sont détachés de l'Hexagone. Donc, je voudrais déjà réagir par rapport à ça. Et il y a quelque chose de très important par rapport aux droits fondamentaux qui sont, entre guillemets, bafoués entre ceux sur les déplacements et qui vont également réagir sur la partie santé. Et il y a un travail extrêmement important qui serait bon de faire sur la partie régionale. Quand on sait que, par exemple, en Guyane, on a un territoire qui est presque aussi grand que le Portugal, qui n'a que 400 km, et pour se déplacer en aérien à l'intérieur, alors qu'il y a de la demande, on dit que c'est difficile et qu'il n'y a pas de passagers, sauf qu'il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux passagers d'arriver dans des aéroports et de voyager de manière correcte. Et on a dans nos arguments le Mayotte également, qui a un aéroport qui est dans un état catastrophique. Donc il y a des investissements qui devraient être faits au terme de la continuité territoriale et qui ne sont pas faits pour l'instant et qui permettraient probablement, en tout cas au niveau régional, d'avoir plus de passagers. Merci pour ce témoignage. Hugues, une réaction ? Peut-être une réaction rapide. Enfin, je souscris à ce que vous dites, hein, notamment sur toute la partie infrastructure qui nous soucie énormément. Alors vous avez parlé de la Guyane, c'est un secteur que je connais moins bien. Mais effectivement, sur l'océan Indien, je vous ai parlé tout à l'heure de Mayotte. Vous parliez, Madame la sénatrice, des problèmes qu'il y avait à Saint-Barth. Et en vous écoutant, je pensais vraiment à Mayotte, parce que c'est exactement les mêmes problématiques. Un trafic, un contrôle aérien qui opère sur des périodes extrêmement restreintes, qui oblige les compagnies à devoir adapter leur programme, parfois annuler des vols parce qu'on ne peut pas se poser la nuit. Donc il y a effectivement une complexité vraiment prégnante pour les compagnies qui bloquent les développements.
Après, sur les problématiques effectivement médicales, on en a parlé. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Il y a des compagnies presque spécialisées maintenant qui commencent à travailler sur cette activité qui est un peu particulière, parce que c'est une activité qui est quand même aussi consommatrice de moyens. Mais effectivement, aujourd'hui, je crois qu'un des premiers problèmes à résoudre dans l'ultramarin est la problématique des moyens mis à disposition pour avoir un transport aérien de qualité. En tout cas, plus qualitatif que ce qu'il est aujourd'hui. Là, je parle surtout dans le domaine régional. Madame, on vous passe le micro. Je voudrais revenir sur le cas de Mayotte, que je connais aussi. Donc, certes, l'aéroport est trop petit, ce qui a une contrainte sur la charge des avions, etc., etc. Il a été quasiment détruit par Chido, mais le projet de construction d'un nouvel aéroport sur la Grande Île, sur Grande Terre, était déjà ancien et il a été bloqué quand même par pas mal de réactions de blocage écologistes. Alors écoutez, certainement, moi je tiens à dire que, évidemment, en tant que patron de compagnie aérienne, on supporte bien évidemment le nouveau projet et on aimerait déjà qu'il soit là. Maintenant, il faut savoir que ces projets de développement d'aéroports se déroulent sur 10 voire 15 ans. Il faut être quand même lucide. 10 ans, 15 ans dans le domaine aérien, c'est extrêmement long. Donc notre préoccupation aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années et est-ce qu'on sera encore capable de pouvoir poser, notamment des gros porteurs, à Mayotte. Après, la problématique écologique, écoutez, je crois que de toute manière, aujourd'hui, on la retrouve dans tous les grands projets d'infrastructure. Madame la sénatrice. Je me permets d'intervenir parce que je suis celle qui soutient les personnes qui sont contre ce projet. Je pars du principe, c'est vrai, Mayotte, c'est une île de 370 km². Construire un aéroport en plus dans des terres cultivables alors que l'on prône l'autosuffisance alimentaire, c'est tout un débat. J'ai expliqué à certains collègues, je prends le cas de Saint-Barthélemy, une petite île une piste qui fait à peu près 900 mètres, des petits avions qui ne peuvent atterrir à Saint-Barth, c'est-à-dire 9 places ou 19 places maximum. Pour autant, Saint-Barthélemy a une activité économique qui fonctionne bien. Et je pense qu'on n'a pas besoin, à mon sens, d'avoir un gigantesque aéroport à Mayotte pour pouvoir développer une économie, parce que Mayotte a un potentiel touristique, mais phénoménal. Et Mayotte pourrait se développer sans passer par des travaux pharaoniques d'un nouvel aéroport qui permettra aussi, qui abîmera toute une commune. Mais là, je n'ai pas à décider à la place des Mahorais. Je les laisse décider ce qui est bon pour leur territoire. Ce ne sont que des avis, ce n'est que mon avis. Mais voilà, il faut aussi, quand on se lance dans un développement, voir aussi ce qu'on ferait de cet espace qui a été complètement artificialisé. Voilà, mais je ferme la parenthèse sur la partie aérienne et développement. Ça marche, je vous remercie. Là encore, on enchaîne les tables rondes, donc je m'en excuse. Si vous avez des questions à poser à nos invités, qui auraient peut-être même à s'en poser entre eux, ça se passe de ce côté-là. On se rejoint dans quelques instants. On va parler énergie renouvelable et découvrir comment les territoires ultramarins sont en première ligne sur ce sujet. À tout de suite.